Quand j'ai refusé d'appeler la nouvelle femme de mon père à maman, elle m'a giflé au visage et a crié « Les morveux irrespectueux ne méritent pas de foyer ». Puis elle m'a jeté dehors en disant « N'ose surtout rien dire à ton père, sinon tu ne remettras plus jamais les pieds dans cette maison ». Quand j'ai secrètement confronté mon père au sujet de ses abus, il a lâchement dit « S'il te plaît, écoute juste ta maman. Je ne veux plus t'entendre te plaindre de tout. » Belle-maman a entendu et s'est emportée, « Ça suffit, sors et ne reviens jamais. » Elle m'a complètement jeté hors de la maison. Je suis restée silencieuse et j'ai passé un coup de téléphone qui les a tous les deux laissés sans voix. C'est arrivé il y a environ 8 mois, et je suis encore en train de digérer tout ça. Je m'appelle Maya. J'ai 17 ans maintenant, et il s'agit de la façon dont un simple coup de téléphone a complètement bouleversé ma vie. Laissez-moi commencer depuis le début. Ma mère est morte d'un cancer quand j'avais 12 ans. C'était dévastateur, et pendant 2 ans, il n'y a eu que mon père, Derek Brenet, et moi. Nous étions proches. Puis il m'a aidé à surmonter mon chagrin, et je pensais que nous étions soudés. Mais quand j'ai eu 14 ans, il a recommencé à fréquenter des femmes. Entrée Renée. Elle avait 34 ans, était blonde, pétillante et tout ce que ma mère n'était pas. Là où ma mère était douce et compréhensive, Renée était bruyante et exigeante. Là où ma mère encourageait mon indépendance, Renée voulait le contrôle. Papa était complètement épris d'elle dès le premier jour. Ils se sont mariés l'année dernière, quand j'avais 16 ans, et c'est là que tout a commencé à mal tourner. Renée a immédiatement commencé à essayer de remplacer ma mère de toutes les manières possibles. Elle a redécoré notre maison, jetant la plupart des affaires de ma mère pendant que j'étais à l'école. Elle a emménagé dans la chambre de mes parents et a mis toutes les photos de ma mère dans une boîte au garage. Mais j'avais réussi à sauver une petite photo de maman que je gardais cachée dans mon sac à dos d'école, la seule chose que Renée n'a pas pu trouver et détruire. Le pire de tout, c'est qu'elle s'attendait à ce que je l'appelle maman. Maya ma chérie, a-t-elle dit lors de notre premier dîner de famille après le mariage, je pense qu'il est temps que tu commences à m'appeler maman. Nous sommes une vraie famille maintenant. J'ai regardé mon père, en espérant qu'il comprendrait pourquoi c'était impossible pour moi. Il a juste souri d'un air encourageant et a hoché la tête. Je pense que c'est une excellente idée, Jess. Maya, ta maman voudrait que tu sois heureuse. Mais ma mère ne voudrait pas ça. Ma mère était irremplaçable, et personne, surtout pas Renée, n'allait prendre sa place dans mon cœur ou dans mon vocabulaire. Je ne peux pas faire ça, ai-je dit doucement. Je suis désolé, mais je peux vous appeler Renée ou Jess, mais pas maman. Le sourire de Renée a vacillé, mais elle s'est vite reprise. Eh bien, nous allons y travailler, a-t-elle dit entre ses dents. Au cours des mois suivants, les vraies couleurs de Renée ont commencé à se manifester. Quand papa n'était pas là, elle faisait des remarques désobligeantes sur mon apparence, mes notes, mes amis. Elle oubliait de me faire dîner ou de faire ma lessive. Elle fouillait dans ma chambre et jetait des choses qu'elle jugeait inappropriées ou désordonnées. Elle essayait systématiquement de me briser, mais l'histoire de maman était son obsession la plus forte. Chaque jour, elle en parlait. Bonjour ma chérie. Es-tu prête à m'appeler maman aujourd'hui? Maya, j'ai signé ton autorisation en tant que ta maman, ça ne te fait pas plaisir? Ton père et moi sommes tes parents maintenant. Il est temps d'accepter cela. Chaque fois, je refusais poliment mais fermement. J'ai essayé d'expliquer à papa à plusieurs reprises à quel point Renée me mettait mal à l'aise, mais il était tellement absorbé par son nouveau mariage qu'il a balayé mes préoccupations. Elle essaie juste de créer des liens avec toi, Maya. Donne-lui une chance. Ta maman voudrait que tu fasses partie d'une famille aimante. Cette phrase, ta maman voudrait, est devenue sa réponse à tout. Cela me mettait en colère parce qu'il n'avait pas le droit de parler au nom de ma mère décédée. Le point de rupture est survenu un vendredi soir en mars. Papa travaillait tard, ce qui était devenu plus fréquent depuis que Renée avait commencé à se plaindre de l'argent. J'étais dans la cuisine en train de me faire un sandwich quand Renée est entrée, clairement dans un de ses mauvais jours. Maya, il faut qu'on parle, a-t-elle dit en croisant les bras. D'accord, ai-je répondu, sans lever les yeux de mon sandwich. J'ai été plus que patiente avec toi, mais ce manque de respect doit cesser. Je suis ta mère maintenant, que tu le veuilles ou non. Ta mère biologique est morte, et elle ne reviendra pas. Il est temps que tu acceptes la réalité. J'ai senti mon sang bouillir. Vous n'êtes pas ma mère. Vous ne le serez jamais, et vous n'avez pas le droit de parler d'elle comme ça. Le visage de Renée est devenu rouge. J'en ai tout à fait le droit.
C'est moi qui t'élève maintenant. C'est moi qui te prépare tes repas, qui lave tes vêtements et qui te donne un toit. Ton père m'a choisi pour être sa femme et ta mère, le moins que tu puisses faire est de faire preuve de gratitude et de respect. Je vous respecte en tant que femme de papa, ai-je dit, en essayant de garder ma voix stable, mais je ne vous appellerai jamais maman. Ce n'est pas négociable. Tout est négociable dans cette maison, jeune fille. J'ai essayé d'être gentille, mais il est clair que tu ne comprendras que les conséquences. À partir de maintenant, jusqu'à ce que tu m'appelles maman, tu es privée de sortie. Pas de téléphone, pas d'amis, pas d'activité. Tu rentreras de l'école et tu iras directement dans ta chambre. Je l'ai regardé avec incrédulité. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous n'êtes pas mon parent. Je suis ton parent, a-t-elle crié. Quand est-ce que tu vas te mettre ça dans le crâne? Quand les poules auront des dents, ai-je rétorqué. C'est laquelle a craqué. René s'est jeté en avant et m'a giflé violemment au visage. Le bruit a résonné dans la cuisine, et ma joue me brûlait de douleur. Je suis resté là, choqué, en touchant mon visage. Les morveux irrespectueux ne méritent pas de foyer, a-t-elle crié. J'en ai assez de ton attitude. Tu veux faire comme si je n'étais pas ta mère? Très bien, alors je n'ai pas à faire comme si tu étais ma fille. Elle m'a attrapé par le bras et a commencé à me traîner vers la porte d'entrée. Sors de ma maison tout de suite. Ce n'est pas votre maison, ai-je dit en me débattant. C'est ma maison. Ma mère et mon père ont acheté cette maison. Ta mère est morte, et ton père est mon mari. Cela fait de cette maison ma maison, et je veux que tu la quittes. Peut-être qu'une nuit passée dans la rue t'apprendra le respect. Elle m'a littéralement poussé hors de la porte d'entrée et l'a claqué derrière moi. Je pouvais l'entendre verrouiller la serrure. J'étais debout sur le perron de ma maison en pyjama et en pantoufles, sans téléphone, sans clé, nulle part où aller. Je me suis assise sur les marches du perron pendant environ 1 heure, en espérant que papa rentrerait à la maison. Quand une voisine, Madame Delgado, est sortie chercher son courrier et m'a vu, elle m'a demandé si tout allait bien. Je vais bien, ai-je menti. Je prends juste l'air. Elle avait l'air inquiète mais n'a pas insisté. Finalement, j'ai vu René m'observer depuis la fenêtre. Elle a légèrement ouvert la porte. « Es-tu prête à t'excuser et à m'appeler maman ?» a-t-elle demandé. « Non, ai-je dit. »« Alors tu peux rester là, mais je te préviens, n'ose surtout rien dire à ton père à ce sujet, sinon tu ne remettras plus jamais les pieds dans cette maison. C'est entre nous, et si tu essaies de le monter contre moi, tu le regretteras. » Elle a de nouveau claqué la porte. J'étais coincé. Je savais que si j'essayais de raconter à papa ce qui s'était passé, ce serait ma parole contre la sienne, et il avait choisi son camp depuis des mois. Vers 22 heures, la voiture de papa s'est garée dans l'allée. Je me suis levé, prête à courir vers lui, mais René était déjà à la porte. « Derek, Dieu merci, tu es rentré. » Je l'ai entendu dire, assez fort pour que je l'entende. Maya et moi avons eu une petite dispute au sujet de son couvre-feu, et elle est sortie en trombe. Elle est assise dehors à bouder depuis des heures. J'ai essayé de la faire entrer, mais tu sais à quel point elle peut être têtue. Papa m'a regardé avec déception. Maya, rentre à l'intérieur. Il faut qu'on parle. Je voulais tellement lui dire la vérité, mais René se tenait derrière lui, secouant la tête avec un regard menaçant dans les yeux. René essayait juste de fixer des limites raisonnables, a dit papa une fois que nous étions à l'intérieur. Je sais que ta maman te manque, mais René fait partie de notre famille maintenant. Tu dois commencer à la traiter avec respect. J'ai regardé entre eux, René avec son expression faussement concernée, et papa avec son expression fatiguée et méprisante. J'ai réalisé que quoi que je dise, il n'allait pas me croire. Très bien, ai-je dit. Je vais me coucher. Au cours des semaines suivantes, les abus de René se sont intensifiés. Elle cassait accidentellement mes affaires, cachait mes devoirs pour que j'aie des ennuis à l'école, et faisait des demandes de plus en plus déraisonnables. Mais elle était intelligente à ce sujet. Elle ne faisait ces choses que quand papa n'était pas là, et elle avait toujours une excuse toute prête. Les incidents sont devenus plus fréquents et plus cruels. Un matin, je me suis réveillé et j'ai trouvé mon pull préféré, celui qui avait appartenu à ma mère, coupé en morceaux et jeté dans ma poubelle. Quand j'ai confronté René à ce sujet, elle a prétendu ne l'avoir jamais vu auparavant. Peut-être que tu l'as laissé quelque part et que tu as oublié, a-t-elle dit avec une fausse inquiétude. Tu sais à quel point tu as été distraite ces derniers temps.
Quand j'en ai parlé à papa ce soir-là, René a immédiatement renchéri avec sa version. Oh, cette vieille chose? Maya ma chérie, je t'ai dit la semaine dernière qu'elle tombait en morceaux. Les coutures se défaisaient complètement. J'ai dû la jeter avant qu'elle ne devienne importable. Je pensais que tu avais compris. Je savais qu'elle mentait, mais papa s'est contenté d'acquiescer. René a raison, ma chérie. Parfois, nous devons nous séparer de vieilles choses qui ne nous servent plus. Le message était clair, René pouvait détruire n'importe quoi de ma mère, et papa la soutiendrait. Une autre fois, je suis rentré de l'école et j'ai trouvé la porte de ma chambre fermée à clé de l'extérieur. Il y avait une note collée dessus, nettoyage de la chambre en cours. Ne pas déranger. René. J'ai attendu 2 heures devant ma propre porte de chambre. Quand René l'a finalement déverrouillée, la moitié de mes affaires avait disparu. J'ai fait un peu de nettoyage de printemps, a-t-elle annoncé joyeusement. Tu avais beaucoup trop de désordre là-dedans. J'ai fait donc des choses que tu n'utilisais évidemment plus. Parmi le désordre, il y avait des livres que ma mère m'avait offerts, une boîte à bijoux qui jouait la chanson préférée de ma mère et un album photo que ma mère avait fait pour mon 10e anniversaire. Quand j'ai demandé où ils étaient passés, René a prétendu ne pas se souvenir du centre de don qu'elle avait utilisé. Il y a tellement de bonnes causes, a-t-elle dit en haussant les épaules. Je suis sûr qu'un autre enfant appréciera ces choses plus que toi. La réponse de papa quand je lui ai raconté ça? René essayait juste de t'aider à t'organiser, Maya. C'est peut-être une bonne occasion de te concentrer sur la création de nouveaux souvenirs au lieu de ressasser le passé. La guerre psychologique était implacable. René réarrangeait ma chambre pendant que j'étais à l'école, déplaçant les choses juste assez pour me faire sentir mal à l'aise, mais pas assez pour paraître manifestement malveillante. Elle mangeait les déjeuners que je préparais pour l'école et prétendait avoir oublié qu'ils n'étaient pas à elle. Elle programmait ses appels téléphoniques bruyant juste devant la porte de ma chambre quand j'essayais de faire mes devoirs. Mais la chose la plus insidieuse qu'elle a faite a été d'empoisonner lentement ma relation avec papa. Elle attendait que je sois à l'école ou sortie avec des amis, puis elle lui racontait des histoires élaborées sur des choses que j'étais censé avoir dites ou faites. Derek, je suis vraiment inquiète pour Maya, je l'ai entendu dire un soir. Elle a été tellement en colère ces derniers temps. Aujourd'hui, elle m'a insulté quand je lui ai demandé de ranger après elle. J'avais passé toute la journée à l'école et j'avais à peine parlé à René quand je suis rentré à la maison, mais papa l'a cru complètement. Maya, il faut qu'on parle de ton attitude, a-t-il dit en me coinçant dans la cuisine. René m'a raconté ce qui s'est passé aujourd'hui. De quoi tu parles? Papa, je n'ai rien fait. Ne me mens pas. René essaie tellement de faire en sorte que ça marche, et tu lui rends la tâche impossible. C'est devenu une habitude. René inventait des scénarios où j'étais censé être impoli, irrespectueuse ou difficile, puis jouer la victime quand papa rentrait à la maison. Elle était tellement convaincante que papa a commencé à me regarder avec suspicion et déception. Le pire, c'était la façon dont elle transformait un comportement normal d'adolescente en preuve de ma mauvaise attitude. Si j'étais silencieuse pendant le dîner, elle disait à papa que je boudais et que je mettais tout le monde mal à l'aise. Si je riais de quelque chose à la télévision, elle prétendait que j'étais perturbatrice et que je cherchais l'attention. Il n'y avait aucun moyen de gagner. Elle a également commencé à mettre en œuvre des règles arbitraires qui ne s'appliquaient qu'à moi. Je devais demander la permission de prendre de la nourriture dans la cuisine. Je ne pouvais pas regarder la télévision dans le salon si elle était là. Je devais faire des tâches supplémentaires dont papa n'était pas au courant, comme nettoyer la salle de bain de René et organiser son placard. Si tu veux vivre dans cette maison, tu dois contribuer, disait-elle. Ton père travaille dur pour subvenir à nos besoins, et le moins que tu puisses faire est d'aider à entretenir notre maison. Quand papa était là, elle faisait tout un cinéma en faisant ses tâches elle-même, soupirant dramatiquement sur le travail que cela demandait de garder la maison propre. Je ne comprends tout simplement pas comment une seule adolescente peut faire un tel gâchis, disait-elle assez fort pour que papa l'entende, mais je suppose que c'est ce que font les mères, nettoyer après leurs enfants. Le stress constant affectait mes performances scolaires. Mes notes ont commencé à baisser parce que je ne pouvais pas me concentrer sur mes devoirs avec les jeux psychologiques de René. J'étais épuisé de marcher sur des œufs tout le temps, ne sachant jamais ce qui allait la déclencher. Ma meilleure amie, Zara, a commencé à remarquer des changements chez moi. Maya, tu as l'air vraiment stressée ces derniers temps, a-t-elle dit un jour au déjeuner. Est-ce que tout va bien à la maison? Je voulais tout lui raconter, mais j'avais peur qu'elle ne me croie pas.
Renée était tellement douée pour paraître normale et aimante en public. Lors des événements scolaires, elle jouait parfaitement la belle-mère attentionnée, ce qui rendait mes plaintes mesquines et ingrates. Ce ne sont que des problèmes d'adaptation, ai-je dit à Zara. Tu sais, fusionner des familles et tout ça. Mais Zara pouvait voir à travers mon faux sourire. Si tu as besoin de parler, je suis là. Mes parents ont divorcé quand j'étais plus jeune, alors je sais à quel point les histoires de famille peuvent être compliquées. Le point de rupture se construisait depuis des semaines. Les exigences de Renée devenaient de plus en plus déraisonnables, et la volonté de papa de la croire au détriment de moi devenait de plus en plus évidente. Je me sentais complètement isolé et piégé. Au cours d'une semaine particulièrement difficile en mars, Renée a décidé d'aggraver encore les choses. Elle a commencé à me réveiller à 5 heures du matin pour le petit déjeuner en famille, même si papa partait au travail à 6 heures du matin et ne prenait pas le petit déjeuner avec nous de toute façon. Je pense qu'il est important que nous ayons du temps de complicité mère-fille, a-t-elle annoncé en me secouant le lundi matin. Pendant 1 heure, je devais m'asseoir à la table de la cuisine pendant que Renée me faisait la morale sur tout, de ma posture à mon attitude en passant par mes projets d'avenir. Elle critiquait mon apparence, mes amis, mes intérêts, en présentant toujours cela comme des conseils utiles de quelqu'un qui se soucie de toi. Maya, tu dois vraiment faire quelque chose pour tes cheveux. Ils sont tellement sans vie éterne. Quand j'avais ton âge, j'étais fier de mon apparence. Nous devrions peut-être prendre rendez-vous dans un salon pour que tu apprennes à prendre soin de tes cheveux correctement. Ton amie Zara semble être une mauvaise influence. Elle te remplit toujours la tête d'idées sur l'indépendance et l'expression de soi. Tu as besoin d'amis qui t'encourageront à être plus tourné vers la famille. J'ai réfléchi à tes projets d'études. Ton père et moi pensons que tu devrais envisager de rester dans les environs afin de pouvoir aider la famille. Nous pourrions avoir des enfants bientôt, et tu pourrais être d'une grande aide avec tes petits frères ou sœurs. Ce dernier commentaire m'a retourné l'estomac. La pensée que Renée ait des enfants avec mon père et que je sois censé aider à les élever tout en étant traité comme une servante était horrifiante. Le vendredi de cette semaine-là, j'étais à mon point de rupture. Je n'avais pas bien dormi de la semaine à cause des séances de complicité matinales. Mes notes en souffraient parce que j'étais trop fatigué pour me concentrer en classe. Je me sentais comme une prisonnière dans ma propre maison. C'est alors que l'incident avec le sandwich s'est produit, et Renée a enfin montré ses vraies couleurs complètement. Le pire, c'est la façon dont elle a monté papa contre moi. Elle lui disait que j'étais irrespectueuse ou difficile, et il me faisait la morale sur l'acceptation de notre nouvelle dynamique familiale. Elle l'avait complètement convaincu que j'étais le problème. Un après-midi d'avril, j'ai décidé que je devais essayer une dernière fois de faire comprendre à papa. J'ai attendu que Renée aille à sa réunion du club de lecture, puis je l'ai approché pendant qu'il regardait la télévision. « Papa, il faut qu'on parle », ai-je dit en m'asseyant à côté de lui. Si c'est encore à propos de Renée, Maya, je ne veux rien entendre. S'il te plaît, écoute juste. Elle n'est pas celle que tu crois qu'elle est. Quand tu n'es pas là, elle me traite terriblement. Elle m'a jeté hors de la maison le mois dernier. Elle casse mes affaires et... Maya, arrête, a interrompu papa. J'en ai marre de ces histoires. Renée n'a été que patiente avec toi. Elle essaie tellement de te faire sentir incluse, et tu lui rends l'appareil. Papa, je ne mens pas. Elle m'a frappé. Elle m'a giflé au visage et m'a traité de morveuse. L'expression de papa s'est durcie. Ça suffit. Renée ne te frapperait jamais. Je ne peux pas croire que tu inventerais quelque chose d'aussi grave juste parce que tu ne veux pas l'accepter comme ta belle-mère. Je n'invente rien, ai-je plaidé. Pourquoi mentirais-je sur quelque chose comme ça? Parce que tu veux que je choisisse entre toi et ma femme, et ce n'est pas juste. Ta maman est partie, Maya. Je l'aimais, mais elle est partie, et je mérite d'être heureux à nouveau. Renée me rend heureux, et j'ai besoin que tu acceptes cela. J'ai senti les larmes me piquer les yeux. Je veux que tu sois heureux, papa, mais Renée n'est pas une bonne personne. Elle te manipule. Assez, a-t-il dit en se levant. J'en ai fini avec ça, Maya. Renée est ta mère maintenant. S'il te plaît, écoute juste ta maman. Je ne veux plus t'entendre te plaindre de tout. Le mot pleurnicher m'a frappé comme un coup physique. Mon propre père pensait que mes préoccupations légitimes concernant les abus n'étaient que des pleurnicheries. Mais je ne savais pas que Renée était rentrée plus tôt et se tenait dans le couloir, écoutant toute notre conversation.
Alors c'est ce qui se passe quand je ne suis pas là, a-t-elle dit en entrant dans la pièce. Tu l'empoisonnes contre moi avec tes mensonges. Jess, j'étais juste en train de dire à Maya qu'elle devait. A commencé papa. J'ai entendu ce que tu lui disais, Derek, et j'ai entendu ses mensonges sur le fait que je l'ai frappée. Je ne peux pas croire qu'elle inventerait quelque chose d'aussi vicieux. Je n'ai rien inventé, ai-je dit désespérément. Papa, s'il te plaît. Ça suffit, a crié René. J'en ai assez de ça. J'ai tout essayé pour que ça marche, mais elle est déterminée à détruire notre mariage. Sors, Maya. Sors et ne reviens jamais. René, attends. A dit papa, mais sa voix était faible. Non, Derek. Je ne vivrai plus comme ça. C'est elle ou moi. Choisis. J'ai regardé mon père, espérant que quelque part à l'intérieur de lui se trouvait l'homme qui avait l'habitude de me réconforter quand je faisais des cauchemars à propos de maman. Mais il a juste regardé le sol. Maya, peut-être devrais-tu rester avec ta tante Monica pendant un certain temps. Juste jusqu'à ce que les choses se calment. Je n'arrivais pas à y croire. Il la choisissait. Après tout ce que nous avions traversé ensemble, après la mort de maman, après toutes ces années où nous étions seuls contre le monde, il choisissait une femme qu'il connaissait depuis 2 ans au lieu de sa propre fille. Très bien, dis-je, ma voix étonnamment stable. Je vais faire mes valises. Bien, dit René, et ne pense même pas à revenir avant d'être prête à me montrer le respect que je mérite en tant que ta mère. Je suis allé dans ma chambre et j'ai jeté quelques vêtements dans un sac à dos. J'ai pris la photo de maman que je gardais cachée dans mon sac d'école et mon ordinateur portable. Pendant que je faisais mes valises, j'entendais René et papa parler à voix basse en bas. Quand je suis redescendu avec mon sac, papa se tenait près de la porte, l'air coupable mais résolu. Je vais te conduire chez Monica, dit-il doucement. Pas besoin, répondis-je. J'irai à pied. Maya, il commence à faire noir. J'ai dit que j'irai à pied. Je suis sorti de cette maison, sachant que je ne reviendrai peut-être jamais. Papa m'a appelé, mais je ne me suis pas retourné. Tante Monica, la sœur de ma mère, habitait à environ 3 kilomètres. Quand je me suis présenté à sa porte avec un sac à dos et des larmes dans les yeux, elle m'a immédiatement fait entrer. Maya ma chérie, que s'est-il passé? Monica n'avait jamais aimé René. Elle pensait que papa s'était remarié trop vite, et que René n'était manifestement pas prête à être une belle-mère. Quand je lui ai tout raconté, les abus, la manipulation, la façon dont papa avait rejeté mes préoccupations, elle était furieuse. Cette femme t'a frappé, dit-elle, sa voix dangereusement calme. Papa ne me croit pas. Il pense que j'invente ça parce que je ne l'aime pas. Monica m'a serré dans ses bras pendant que je pleurais, comme maman avait l'habitude de le faire. Oh, ma chérie. Je suis tellement désolé. Ta maman aurait le cœur brisé de voir comment cet homme te fait défaut. Je suis resté avec Monica pendant 4 jours. Papa a appelé 2 fois, mais je n'ai pas répondu. Monica lui a parlé et lui a dit que j'étais en sécurité mais que j'avais besoin d'espace. Elle lui a aussi dit que s'il voulait réparer sa relation avec moi, il devait prendre mes préoccupations concernant René au sérieux. Pendant ces 4 jours, j'ai beaucoup réfléchi. J'ai réalisé que papa n'allait jamais me croire au détriment de René. Elle l'avait trop bien manipulé. Mais j'ai aussi réalisé que je n'étais pas impuissante. J'avais des options. Je devais juste être intelligente à ce sujet. Monica et moi avons eu de longues conversations sur ce qui s'était passé et sur mes options. Elle était furieuse contre papa, mais aussi le cœur brisé pour moi. Ta mère serait absolument dévastée de voir comment Derek te fait défaut, dit-elle un soir alors que nous étions assises dans son jardin. Elle s'était toujours inquiétée de ce qui se passerait si quelque chose lui arrivait, mais elle était sûre que ton père te ferait passer en premier. Je pense qu'il a peur d'être seul, dis-je. Il aimait tellement maman, et quand elle est morte, il était perdu. René le fait se sentir moins seul. Ce n'est pas une excuse pour abandonner ses responsabilités de père, dit Monica fermement. Le deuil ne te donne pas le droit de blesser ton enfant. Monica avait été assistante sociale avant de prendre sa retraite, donc elle comprenait le système mieux que la plupart des gens. Elle m'a expliqué mes options avec soin. Tu pourrais rester ici avec moi en permanence. J'ai déjà commencé les démarches pour devenir ta tutrice légale si c'est ce que tu veux. Tu pourrais essayer d'arranger les choses avec ton père, mais seulement s'il est prêt à reconnaître ce qui s'est passé et à prendre des mesures pour te protéger. Ou quoi?
Ou tu pourrais impliquer les services de protection de l'enfance. Ils ont le pouvoir d'enquêter et d'intervenir lorsque les parents ne protègent pas leurs enfants contre les abus. L'idée d'appeler la DAS me faisait peur. Cela ressemblait à une option nucléaire, comme si je franchissais une ligne que je ne pourrais pas franchir. Mais Monica m'a aidé à comprendre que parfois les adultes ont besoin d'autres adultes pour les tenir responsables. Ton père est censé te protéger des personnes qui veulent te blesser, dit-elle. S'il ne peut pas ou ne veut pas le faire, alors il est approprié de demander l'aide de personnes dont le travail est de protéger les enfants. J'ai passé des heures à faire des recherches sur ce qui se passerait si j'appelais la DAS. J'ai lu des histoires en ligne d'autres enfants qui avaient été dans des situations similaires. Certains avaient de bons résultats, d'autres non, mais ils avaient tous une chose en commun, ils avaient agi lorsque les adultes de leur vie leur avaient fait défaut. Mardi soir, j'ai essayé une fois de plus de contacter papa. Je l'ai appelé quand je savais que René serait à son club de lecture. Papa, c'est Maya chez tante Monica. J'ai besoin que tu m'écoutes vraiment, à propos de ce qui se passe avec René. Maya ma chérie, je suis tellement content que tu aies appelé. J'étais mort d'inquiétude. René était hors d'elle d'inquiétude aussi. Elle n'arrête pas de demander si tu vas bien. Papa, René est la raison pour laquelle je ne vais pas bien. Elle me maltraite depuis des mois. Maya, s'il te plaît, n'utilise pas ce mot. René s'est tellement efforcé d'être une bonne mère pour toi. Elle n'est pas ma mère, et elle n'est pas bonne pour moi. Elle a détruit les affaires de maman. Elle m'enferme hors de ma propre chambre. Elle invente des mensonges sur moi pour te monter contre moi. Ma chérie, je pense que tu interprètes mal les efforts de René pour t'aider à guérir et à aller de l'avant. Papa, elle m'a frappé. Elle m'a giflé au visage et m'a jeté hors de la maison. Comment est-ce que cela m'aide à guérir? Il y a eu une longue pause. Maya, es-tu sûre que c'est ce qui s'est passé? Peut-être qu'il y a eu un malentendu. Un malentendu, papa? Il y a une marque sur mon visage. Elle m'a agressé physiquement. Je n'arrive pas à croire que René ferait une chose pareille. Ce n'est pas une personne violente. Elle l'est quand tu n'es pas là. Elle te cache sa vraie nature. Maya, j'ai besoin que tu rentres à la maison pour que nous puissions tous nous asseoir et résoudre ce problème en famille. Nous ne sommes pas une famille, papa. Une famille se protège mutuellement. Tu as protégé René de moi, au lieu de me protéger de René. Ce n'est pas juste, Maya. J'essaie d'équilibrer les besoins de chacun. Mon besoin est de me sentir en sécurité dans ma propre maison. René rend cela impossible. C'est ma femme, Maya. Je l'aime. J'ai besoin que tu essaies de t'entendre avec elle. Et je suis ta fille. Je suis ta chair et ton sang. Je suis tout ce qu'il te reste de maman. Mais tu choisis une femme que tu connais depuis 2 ans au lieu de moi. Je ne choisis personne au détriment de personne. J'essaie de maintenir notre famille unie. Notre famille, c'était moi et toi, papa. C'était notre famille. René est ta femme, mais elle n'est pas ma famille. Elle l'a très bien fait comprendre. Maya, s'il te plaît, rentre à la maison. Nous pouvons arranger ça. Non, papa. Je ne peux pas rentrer à la maison dans un endroit où je ne suis pas en sécurité, et je ne peux pas continuer à prétendre que René est quelque chose qu'elle n'est pas juste pour que tu sois à l'aise. J'ai raccroché, me sentant plus seul que jamais. Papa ne me croyait toujours pas. Il pensait toujours que j'étais le problème. Monica m'a trouvé en train de pleurer dans la chambre d'amis après. Il ne comprend toujours pas, sanglotai-je. Il pense toujours que je suis juste difficile. Alors peut-être qu'il est temps de demander de l'aide à des personnes qui prendront cela au sérieux, dit Monica doucement. C'est alors que j'ai pris la décision. Si papa ne me protégeait pas, je devais me protéger moi-même. Mardi soir, j'ai passé un appel qui a tout changé. Bonjour, est-ce les services de protection de l'enfance? J'ai besoin de signaler des sévices sur un enfant. L'assistante sociale, Madame Martinez, était professionnelle et minutieuse. Elle a posé des questions détaillées sur les sévices physiques, les sévices émotionnels et ma situation de vie. Elle s'est particulièrement intéressée au fait que j'avais été jeté hors de la maison à plusieurs reprises et que mon père était au courant des conflits mais n'avait pas réussi à me protéger. Maya, d'après ce que tu me dis, nous devons faire un contrôle de bien-être. Peux-tu me donner l'adresse et le numéro de téléphone de ton père? Je lui ai donné toutes les informations qu'elle a demandées.
Elle a expliqué qu'un assistant social se rendrait à la maison dans les 48 heures pour évaluer la situation et interroger mon père et ma belle-mère. Que dois-je faire d'ici là, ai-je demandé. Reste là où tu es en sécurité. Il semble que ta tante t'offre un bon foyer temporaire. Nous te contacterons bientôt. Le lendemain, mercredi après-midi, mon téléphone a sonné. C'était papa. Maya, tu dois rentrer à la maison tout de suite, dit-il, et sa voix était différente, paniquée. Quelqu'un des services de l'enfance est ici. Il pose des questions sur toi, sur René, sur notre situation à la maison. Maya, tu les as appelés? J'ai pris une profonde inspiration. Oui, c'est moi. Il y a eu un silence à l'autre bout du fil. Papa, j'ai essayé de te dire ce qui se passait. J'ai essayé de te faire écouter, mais tu as choisi René au détriment de moi à chaque fois, alors j'ai appelé quelqu'un qui écouterait. Maya, c'est grave. Il parle de te retirer définitivement de la maison. Il pose des questions sur des allégations d'abus. Parce qu'il y a eu des abus, papa. René m'a frappé. Elle m'a jeté hors de la maison. Elle me maltraite émotionnellement depuis des mois, et quand je t'en ai parlé, tu as dit que c'était des enfantillages. Je pouvais entendre René en arrière-plan, et elle ne semblait pas heureuse. Derek, raccroche ce téléphone tout de suite, disait-elle. Ne lui dis rien d'autre. Papa, tu es là. Maya, s'il te plaît, rentre à la maison. Réglons ça en famille. Nous ne sommes pas une famille, papa. Tu l'as bien fait comprendre quand tu l'as choisi au détriment de moi. J'ai raccroché. Environ 1 heure plus tard, la sonnette de Monica a sonné. C'était Madame Martinez de la DAS, ainsi qu'un policier. Bonjour, Maya. Je suis Madame Martinez. Nous avons parlé au téléphone. Voici l'agent Brenet. Nous aimerions te parler de ta situation familiale. Ils m'ont interrogé pendant plus d'1 heure, en documentant tout. Ils ont pris des photos de mon visage, où l'on pouvait encore voir une légère marque de la gifle de René. Ils ont posé des questions sur les sévices émotionnels, la négligence et l'incapacité de mon père à me protéger. Maya, d'après notre enquête, nous recommandons que tu restes en famille d'accueil chez ta tante, a dit Madame Martinez. Ton père et ta belle-mère devront suivre des cours de parentalité et une thérapie familiale avant que nous envisagions une réunification. Qu'est-ce que cela signifie exactement? Cela signifie que tu resteras ici avec ta tante Monica, que nous avons déjà approuvée comme famille d'accueil. Ton père aura des droits de visite supervisés une fois qu'il aura terminé les programmes requis. Ta belle-mère devra suivre une gestion de la colère et des cours de parentalité. L'agent Brenet a ajouté, nous allons également avoir une conversation sérieuse avec ta belle-mère au sujet des sévices physiques. Selon la façon dont cela se passera, des accusations criminelles pourraient être portées. Mon téléphone a recommencé à sonner. Papa. Dois-je répondre, ai-je demandé à Madame Martinez. C'est à toi de voir, mais souviens-toi que tout ce qui est dit peut être documenté dans le cadre de notre affaire en cours. J'ai répondu. Maya. S'il te plaît. La voix de papa était brisée. Je n'avais aucune idée que c'était aussi grave. René m'a dit, elle a dit que tu étais juste difficile parce que ta maman te manquait. Papa, je t'ai dit exactement ce qui se passait. Tu as choisi de ne pas me croire. Je sais, je sais. J'ai eu tort, tellement tort. S'il te plaît, rentre à la maison. René, elle a accepté de se faire aider. Nous le faisons tous les deux. Papa, je ne peux pas. De toute façon, la DAS ne me laissera pas rentrer à la maison pour le moment. Toi et René devez d'abord aller à des cours et suivre une thérapie. Des cours? Quel genre de cours? Madame Martinez m'a pris le téléphone. Monsieur Brenet, ici Madame Martinez des services de protection de l'enfance. Nous devons planifier une réunion avec vous et votre femme pour discuter de nos conclusions et des exigences en matière de réunification. Pouvez-vous venir à notre bureau demain à 14 heures? Je n'ai pas pu entendre la réponse de papa, mais Madame Martinez a dit, bien. Nous vous verrons alors. Après leur départ, Monica et moi étions assises dans sa cuisine à boire du thé. Comment te sens-tu par rapport à tout cela, a-t-elle demandé. Soulagée, dis-je. Honnêtement, pour la première fois depuis des mois, j'ai l'impression que quelqu'un me croit. Ta maman serait fière de toi d'avoir défendu tes droits. Le serait-elle? Je viens d'attirer des ennuis avec le gouvernement sur papa. Ma chérie,
tu n'as pas attiré des ennuis sur ton père. Ses choix lui ont attiré des ennuis. Ta mère disait toujours qu'être parent, c'est protéger son enfant, même quand c'est difficile. Ton père a oublié cette leçon. Au cours des semaines suivantes, toute l'étendue des conséquences est devenue claire. Papa et René ont dû suivre des cours de parentalité 2 fois par semaine. René a été obligé de suivre 20 heures de conseils en gestion de la colère. Ils ont tous deux dû participer à des séances de thérapie familiale, initialement sans ma présence. Les accusations criminelles contre René ont finalement été abandonnées lorsque j'ai décidé de ne pas porter plainte, mais seulement après qu'elle ait effectué des travaux d'intérêt général et qu'un ordre formel de non-communication l'ait empêché d'être seul avec moi. Papa m'appelait tous les quelques jours, et lentement, très lentement, nous avons commencé à reconstruire notre relation. Mais c'était différent maintenant. Je n'étais plus sa petite fille, et il n'était plus le héros que je pensais qu'il était. Nous étions juste 2 personnes qui essayaient de comprendre comment être à nouveau une famille. La partie la plus choquante est survenue environ 6 semaines après l'enquête de la DAS. René a demandé le divorce. Je ne me suis pas inscrite pour ça, a-t-elle dit à papa, d'après ce qu'il m'a dit plus tard. Je ne me suis pas inscrite pour une intervention gouvernementale et une thérapie ordonnée par le tribunal. C'est toute sa faute si elle a appelé la DAS. Même alors, elle ne pouvait pas assumer la responsabilité de ses actes. Le divorce a pris 4 mois pour être finalisé, période pendant laquelle René est devenue encore plus amère et rancunière, bien qu'elle ait pris soin de ne pas violer l'ordonnance de non-communication. Papa était dévasté, mais honnêtement, j'étais soulagé. René avait montré sa vraie nature quand les choses étaient devenues difficiles, et papa la voyait enfin pour ce qu'elle était vraiment. Je suis tellement désolé, Maya, a-t-il dit lors d'une de nos visites supervisées. Je t'ai fait défaut de toutes les manières possibles. J'avais tellement peur d'être seul après la mort de ta mère que j'ai ignoré tous les signes. J'ai choisi la mauvaise personne, puis je l'ai choisie au détriment de toi. Je ne sais pas comment réparer cela. Tu peux commencer par me croire quand je te dis quelque chose, ai-je dit, et en te souvenant que personne ne remplacera jamais maman. Je le sais maintenant. Je crois que je me suis convaincu que René pouvait combler le vide que ta maman a laissé, mais ce n'est juste pour personne ni pour elle, ni pour toi, ni pour la mémoire de ta maman. Cela fait 8 mois depuis cet appel à la DAS. Je vis toujours avec tante Monica, et honnêtement, je suis plus heureuse ici que je ne l'ai été depuis la mort de maman. Monica n'essaie pas de remplacer maman, elle-même et me soutient tout en honorant la mémoire de ma mère. Papa et moi travaillons sur notre relation par le biais d'une thérapie familiale. C'est lent, mais nous faisons des progrès. Il a appris à écouter quand je parle, et il a appris qu'être un père signifie plus que simplement fournir un toit et de la nourriture. Cela signifie protéger ton enfant, même lorsque c'est incommode. René a déménagé hors de l'État après la finalisation du divorce. J'ai entendu dire par la rumeur qu'elle était déjà fiancée à quelqu'un d'autre. Je suis désolé pour tous les enfants que cet homme pourrait avoir. Même alors elle ne pouvait pas assumer la responsabilité de ses actes. La maison où j'ai grandi est toujours vide. Papa dit qu'il ne peut pas supporter d'y vivre avec tous les souvenirs de la façon dont il m'a fait défaut. Il pense à la vendre et à recommencer à zéro ailleurs. Peut-être qu'un jour, lorsque nous aurons reconstruit notre relation, nous pourrons vivre à nouveau ensemble, mais ce sera à des conditions différentes, avec des compréhensions différentes. Avec le recul, je suis fier d'avoir passé cet appel téléphonique. C'était effrayant d'impliquer les autorités extérieures, et une partie de moi se sentait coupable d'avoir attiré des ennuis sur papa, mais j'ai appris que parfois les adultes ont besoin d'autres adultes pour les tenir responsables lorsqu'ils ne protègent pas les enfants. J'ai aussi appris que je suis plus forte que je ne le pensais. J'ai survécu à des mois de sévices émotionnels, j'ai défendu mes droits quand personne d'autre ne le voulait, et j'ai agi pour me protéger quand les adultes de ma vie n'ont pas réussi à le faire. Ma mère m'a toujours appris à défendre ce qui est juste, même quand c'est difficile. Je pense qu'elle serait fière que je l'ai enfin fait. À quiconque lit ceci qui pourrait être dans une situation similaire, tu mérites d'être cru, tu mérites d'être protégé, et tu mérites de te sentir en sécurité dans ta propre maison. Si les adultes de ta vie te font défaut, il y a d'autres adultes qui t'aideront. N'aie pas peur de tendre la main. Cet appel téléphonique a tout changé, mais il a aussi sauvé tout ce qui comptait vraiment.